Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre engouement pour la vidéo d'hier qui a fait plus de 500-600 vues en 24 heures. C'était à propos du chèque numérique. Donc je vous en remercie, c'est vraiment cool de voir comme ça qu'il y a des vidéos qui vous plaisent et que vous venez en grand nombre pour la regarder. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets l'affiche en haut à droite ici. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc complètement différent. On va parler de vente. Aujourd'hui, on va parler de vente et je vais vous partager un extrait de l'atelier Devenir consultant que j'ai fait le 29 mai qui était à 100% sur la vente. On parlait de prospection, de closing, de réseau, de faire de la prospection à froid. On parlait également de comment s'organisent des rendez-vous de vente au niveau des R1, R2, les devis, les acomptes, etc. Donc un atelier qui était bien intéressant, qui a duré plus de 4 heures, qui a duré 4h20. Et là, aujourd'hui, je vais vous en partager un extrait que j'ai trouvé intéressant. Alors, ce sera le seul extrait que je vais partager parce que bien évidemment, les membres vont payer pour y assister. Mais il y a toujours le replay qui est disponible et qui lui est en description de cette vidéo. Vous pouvez aller le voir. Donc si vous voulez voir cet atelier au complet, donc qui dure 4h20, c'est en description de cette vidéo. Et en attendant, je vais vous laisser apprécier cet extrait que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Alors avant de vous partager ce replay, comme d'habitude, venez me rejoindre sur Instagram. En ce moment, je publie tous les jours, de même que sur YouTube. Donc si ça vous plaît, venez me rejoindre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez les vidéos pour me montrer que ça vous intéresse et que c'est des sujets que vous voulez voir tous les jours. Et également, venez me rejoindre le 22 juin pour le webinaire. Donc, il y a un lien ci-dessous pour vous inscrire au webinaire live que je ferai le 22 juin. Alors, si vous voyez cette vidéo après le 22 juin, pas d'inquiétude, le lien sera toujours le bon, c'est juste la date qui va changer. Dernière chose, avant de commencer cette vidéo, je me suis rendu compte pendant le montage que, en fait, comme j'ai filmé le Zoom, peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être sur YouTube, donc je vais enlever le visage des autres membres et je vais donc zoomer sur moi qui suis en train de parler. Le problème, c'est que la qualité va être un peu dégueu. Donc je m'en excuse, mais je préfère ça et préserver un peu l'image des autres. L'image va pas être très belle. En même temps, c'est du zoom aussi, la connexion n'était pas parfaite. Mais au pire des cas, voyez ça comme un podcast. Démarrez les vidéos et puis faites autre chose en même temps, mais juste écoutez le contenu, c'est le plus important. Comme on en avait parlé, c'est entièrement dédié à la vente aujourd'hui. Donc quand je dis vente, c'est-à-dire prospection et vente closing. C'est-à-dire qu'on va essayer de revoir ensemble tout ce qui est le process du moment où votre prospect ne vous connaît pas, au moment où vous closez, vous signez et surtout vous encaissez un acompte avec votre prospect. Et c'est ça qu'on va déterminer comme l'événement gagnant. Ce n'est pas la signature du devis, c'est l'encaissement de l'acompte. Ça va être un des sujets dont on va parler aujourd'hui de toute façon. Du coup, ça va être divisé en 4 étapes, ce coaching. Donc 4 sujets dont on va parler. Les 4 premiers étant pour de l'acquisition pure. On va parler de 1, du réseau, de 2, de la prospection à froid, de la stratégie de contenu et enfin de l'organisation des rendez-vous et de la facturation. Et on va démarrer avec le réseau, le sujet qui fâche généralement, le réseau. Parce que quand je pose la question, qui ici a un réseau? Généralement, dans 90% des cas, j'ai une réponse qui est non, je n'ai pas de réseau, ou en tout cas, je n'ai pas de réseau qui a du potentiel pour mon entreprise. D'abord, ce que j'entends par réseau, c'est tous les gens qui gravitent autour de vous, mais dont vous n'avez pas forcément conscience. En gros, une des premières choses que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le réseau, c'est avant tout c'est un organisme vivant. C'est quelque chose qui évolue et qui restera présent tout au long de votre vie. Le réseau, j'aime bien dire que ça dépasse simplement l'aspect consulting et l'aspect SMMA pur, ça vous servira à tous les pans de votre vie. Concrètement, moi, il y a plein de gens à qui je travaille en tant que client ou partenaire dans l'agence qui aujourd'hui, par exemple, m'aident ou sont utiles au niveau de mes projets immobiliers. Vous voyez, le réseau, ça va faire graviter plein de cercles en fait. Donc, l'idée, c'est de voir le réseau comme quelque chose de vivant que vous devez d'entretenir pour faire grandir, tout comme si on ne l'entretient pas, il peut mourir. On a des branches de notre réseau qui peuvent mourir si on les entretient. Donc ça, c'est la première chose à bien retenir, c'est que le réseau dont on parle, ce n'est pas seulement le réseau que vous pensez avoir aujourd'hui, là, le 29 mai autour de vous. C'est aussi le réseau que vous aurez demain et dans 6 mois. Et j'ai même envie d'aller plus loin en vous donnant 2 infos dont je suis convaincu. Bon, la première, c'est que votre revenu est indexé à votre réseau. Déjà, c'est qui vous connaissez déterminera, et qui vous connaît déterminera combien vous gagnerez. Et la deuxième chose, c'est que je suis à peu près convaincu. Je prendrai le pari personnel, là, aujourd'hui,
de dire qu'il y a au moins entre 50 et 100 000 euros dans votre réseau à chacun, actuellement. Du moins sur les 12 prochains mois. Donc, dans les 12 prochains mois, vous avez tous un potentiel d'aller faire entre 50 et 100 000 avec votre réseau actuel autour de vous. Alors que je ne vous connais pas personnellement. Ça, c'est un pari que je serais prêt à prendre. Ok. Ce que je vais faire, c'est que on va découper le réseau ensemble en 4 axes pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'on puisse vraiment identifier ce que c'est le réseau. Parce que là, comme ça paraît être des promesses un peu spéciales, mais on va le découper. On est avec le premier axe qui est, en fait, quand on parle de réseau, souvent, c'est ce que les gens ont en tête. C'est le réseau de niveau 1. Ça, c'est le premier axe, le réseau de niveau 1. Votre réseau de niveau 1, c'est toutes les personnes que vous connaissez personnellement. Et généralement, c'est à ça qu'on résume le réseau. C'est qui je connais personnellement. Mes amis, ma famille, si vous avez encore un emploi à côté, mes collègues de travail, mon patron, et puis certains vont le prendre en compte, c'est une bonne chose, les commerces où je suis moi-même consommateur, par exemple. C'est mon réseau de niveau 1. C'est des gens qui, aujourd'hui, que je connais et qui me connaissent. Des gens qui, si je prends contact avec eux, sauront me replacer sans aucun problème, sauront qui je suis et éventuellement me font confiance. C'est des gens à qui j'aurai une relation de confiance. Aujourd'hui, on n'a pas tous un niveau 1 très développé. On ne va pas se le cacher. Personnellement, je suis toujours considéré mon niveau 1 avant que l'entreprise prenne de l'ampleur à moins de 10 personnes. Ayant en plus été expatrié, etc., forcément, il y a un gros filtre qui se fait. Personnellement, j'ai déménagé 32 fois, ce qui fait qu'à chaque déménagement, on perd son réseau de niveau 1 partiellement. Donc, forcément, voilà, ce n'est pas forcément un réseau qui est énorme. Pour certains, oui. Notamment si vous avez la chance, je sais pas, il y a un membre de devenir consultant du coaching qui a été dans le même… Ça fait 4 générations qui sont dans le même village. Donc, forcément, toute la région, ils la connaissent. Ce n'est pas forcément votre cas. Donc, le réseau de niveau 1, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, on peut dire que vous avez probablement entre 5, 10, 15 personnes autour de vous. Ce réseau de niveau 1, on y voit rarement un potentiel business et c'est normal parce que très souvent, il n'a pas de potentiel business. Effectivement, si vos amis, votre famille sont employés, fonctionnaires ou simplement pas d'entreprise ou n'ont pas un pouvoir décisionnel dans une entreprise, effectivement, il n'y a peut-être pas de business à la clé. Mais tant mieux parce que votre réseau de niveau 1, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour vous ramener de l'argent. Éventuellement, tant mieux si vous avez un premier client qui est dans vos proches. Ça peut être un premier contrat, etc. Mais souvent, de toute façon, le premier contrat qui est dans les proches, ce n'est pas celui qui va nous enlever le syndrome de l'imposteur. Parce que quand on va signer un contrat avec son cousin ou sa tante ou autre, on va se dire, oh, oui, c'est un client, oui, j'ai fait un site web, mais ce n'est pas un vrai client. Je n'ai pas été le chercher en me battant. On est encore dans sa zone de confort, quoi. C'est ça, on est toujours dans la zone de confort. Ce qui fait que, est-ce que c'est vraiment un vrai client? Moi, j'ai envie de vous dire que oui, parce que tous les clients qui viendront de votre réseau sont des vrais clients. Mais je peux comprendre que les clients qui sont dans votre niveau 1 ne soient pas ceux qui vous fassent sortir de votre zone de confort et du syndrome de l'imposteur. Et comme je le disais, tant mieux, parce que ce n'est pas l'optique du niveau 1 d'aller chercher de la clientèle immédiate. Le niveau 1 vous sert juste à atteindre le deuxième axe de votre réseau, qui est le niveau 2. Le niveau 2, donc imaginez une toile. Vous avez une toile autour de vous de niveau 1, de 10 personnes. Chacune des personnes que vous connaissez a lui aussi son propre niveau 1, qui est votre niveau 2. Donc, qui je connais à un deuxième degré. Et c'est là que le réseau prend un aspect exponentiel. C'est que, on reste modeste, si chaque personne connaît 10 personnes, vous connaissez 10 personnes à votre niveau 1. Ce qui veut dire qu'à votre niveau 2, il y a d'au moins 100 personnes. Si chaque personne de votre niveau 1 connaît 10 autres personnes. C'est clair pour vous? Oui. Oui, tout à fait. On a une toile potentielle de 100 personnes déjà autour de nous. Et ce qui est intéressant, c'est là où le niveau 1 prend toute son importance. C'est là où, en fait, c'est là où ils entrent en jeu. C'est que votre niveau 1 n'est ni plus ni moins qu'un pont vers votre niveau 2. C'est dans le niveau 2 qu'il commence à y avoir un vrai potentiel business, un potentiel de signature des entrepreneurs ou des gens qui sont pas forcément entrepreneurs. Ne cherchez pas que des chefs d'entreprise autour de vous. Regardez aussi ceux qui sont cadres, mais qui chuchotent à l'oreille du patron. Même ceux qui sont simplement voilà, dans l'équipe de production, par exemple, employés, mais qui ont une bonne relation avec leur direction. Je vous illustre ça avec un ami à moi, Greg, un meilleur ami, qui était à ce moment-là dans une usine. C'est un ouvrier dans une usine.
simplement, c'est quelqu'un qui fait bien son boulot et qui a une bonne relation avec son DRH. Quand je lui ai demandé s'il avait du potentiel de travail pour moi dans l'entreprise, il m'a dit non. Alors, je l'ai interrogé, j'ai fini par découvrir qu'ils avaient un manque de personnel. Et la seule chose que je lui ai demandé, c'est pas de parler de moi, c'est pas son travail, c'est pas le travail de votre niveau 1 de devenir vos vendeurs ou vos ambassadeurs. Je lui ai simplement demandé le nom et les coordonnées de son DRH, avec qui il avait un bon feeling. La seule chose qu'il a fait, c'est prendre 5 minutes pour aller voir son DRH et dire « Bonjour, j'ai un ami qui s'appelle Valentin Henley, qui a une entreprise, qui aimerait vous contacter. Donc, je lui ai donné votre email. Ça ne vous engage à rien, mais il va vous contacter. Et c'est mon meilleur ami, j'en suis garant. » Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Et j'ai contacté cette entreprise et on a travaillé ensemble. Mais vous voyez, à aucun moment, j'ai impliqué particulièrement la personne de mon niveau 1. Je ne lui ai pas demandé de devenir vendeur pour moi. Je ne lui ai pas appris ce qu'étaient mes services que j'allais faire. Et surtout, cette personne qui, si je vous l'avais présenté tout simplement, on serait dit, oh, ouvrier dans une usine, il n'a pas le potentiel décisionnel, pourtant, il a simplement une bonne relation avec sa direction. Ça a suffi pour ouvrir une porte et un contrat. Donc, c'est là où quand on prend le niveau 2 dans son entièreté, qu'on voit un minimum de 100 personnes, ils ont tous des profils très différents, il n'y a rien qui saute aux yeux. Et pourtant, c'est là qu'est le potentiel. Et dites-vous que là, on parle d'un réseau de niveau 2 d'une centaine de personnes, pour un réseau de niveau 1 d'une dizaine de personnes, mais tout ça avant même d'avoir travaillé votre réseau. Parce que là, on parle de votre situation actuelle. On n'a pas encore commencé, il manque encore 2 axes au réseau et on n'a même pas encore commencé à voir comment on faisait évoluer un réseau. Et vous avez déjà tout ça autour de vous. Donc, le premier exercice que vous auriez à faire, c'est pour le moment relativement fun. Moi, en tout cas, c'est un exercice que j'ai bien apprécié et que généralement, les gens qui le font l'apprécient. C'est de faire le travail de lister toutes les personnes de votre niveau 1. Vos amis, votre famille. N'excluez personne. Pour cette partie-là, il faut à tout prix se détacher de ses a priori. Vous notez toutes les personnes qui vous entourent. Okay, vous faites une liste. 5, 10, 15 noms, peu importe. Et là, c'est là où ça devient fun, mais il va falloir faire pas mal d'apéros, pas mal de restos, tant mieux, les terrasses sont réouvertes. Vous invitez ces gens-là pour 1 heure, 1h30 à l'apéro ou au resto. Et là, c'est une conversation, c'est pas un interrogatoire, c'est une conversation qui s'enclenche. Vous leur demandez de résumer leur quotidien. Pourquoi? Parce que, par exemple, je demande à ma mère demain, est-ce qu'elle a un contrat pour moi? Elle me dira non. Mais je sais que ma mère adore le chocolat et qu'elle va toutes les semaines à la même chocolaterie. Écoutez, franchement, quand on est client toutes les semaines pendant 8 ans à une même chocolaterie, on connaît le chocolatier. Ou du moins, le chocolatier se sentira obligé d'écouter le fils de ses clients. Parce que c'est ce qui nous fait peur en général avec la prospection, c'est de se faire envoyer bouler. Mais là, quelles sont les chances que cette chocolaterie envoie bouler le fils d'une cliente fidèle depuis 8 ans? Oui, il n'y en a pas. Zéro, aucune chance qu'il soit. Non. En fait, quand tu es client, du coup, que ce soit toi ou des gens que tu connais, tu as peut-être effectivement une position un peu plus favorable, étant donné que l'autre te voit comme un client pour pouvoir discuter et présenter tes activités. Totalement. Parce qu'au final, ça devient une réciproque. Ouais. Déjà, j'ai tendance à dire que le monde est moins mauvais que ce qu'on l'imagine. Parce que bien évidemment, quand on prospecte, on se fait beaucoup d'a priori, on a beaucoup de peurs, mais qui sont internes à nous. Là, Jimmy serait meilleur que moi pour en parler au niveau de mindset, mais on va dire que les peurs sont souvent très internes. Je n'ai pas confiance en moi et je ne suis pas convaincu de pouvoir apporter des résultats, donc je considère que pour le moment, ce que je fais, c'est du dérangement. Je considère que ce que je fais pour le moment n'a pas de valeur ajoutée pour la personne à qui je parle. Donc, j'ai peur du rejet, donc j'ai peur de déranger, donc j'aurais peur de demander de l'argent. Bref, ça lance un cercle qui est relativement vicieux et qui fait que généralement, on stagne ou on procrastine. En tout cas, le passage à l'action est moindre. Lorsqu'on est face à quelqu'un dont on a un niveau 1 au milieu ou s'il y a une réciproque de clientèle, votre niveau 1, ça peut être aussi un commerçant ou vous-même, vous êtes client, je sais pas, si vous achetez des chocolats aussi toutes les semaines depuis 8 ans, la personne en face de vous, il y a une réciproque qui se crée, elle vous écoutera. Et souvent, comme c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans une semi-zone de confort, ces peurs vont être atténuées. Elles sont toujours présentes, mais elles seront atténuées.
Et là où il est intéressant d'interroger un peu la personne, de prendre le temps, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un 10 minutes ou dis-moi tous les gens que tu connais. Si je vous demande là, dites-moi tous les gens que vous connaissez, vous allez me citer vos amis proches, votre famille. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un est allé chez le dentiste ou chez le médecin dernièrement? Quelqu'un est chez le kiné ou chez... C'est ça qui va m'intéresser. C'est qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Qui vous avez rencontré, qui n'est pas forcément dans votre entourage direct, familial ou amical, mais qui a une activité commerciale. Parce que c'est quand même le but, de se rapprocher de gens qui ont une activité commerciale avec lesquels on peut les aider. Donc, les personnes que vous allez interroger autour de vous, votre niveau 1, vous allez leur demander tout ça, leur quotidien. Où est-ce que tu es client? Et même eux, ça va les faire travailler, hein, parce que concrètement, ce que vous demandez aux gens, c'est un truc qui est très rare, c'est leur demander de réfléchir à où est-ce qu'ils mettent leur argent. Et ça, c'est une bonne question à poser généralement quand on veut faire cette enquête. Voyez-le comme une enquête. C'est toi, où est-ce que tu mets ton argent au quotidien? Et en réfléchissant, ils vont se dire, ah ouais, en fait, je suis consommateur à pas mal d'endroits, pas mal de choses. Et chacun des centres d'intérêt différents, ce qui fait que ça peut être absolument énorme. Ça va aller de ceux qui vendent des montres, à ceux qui vendent des aquariums, à ceux qui vendent du chocolat, et ainsi de suite. C'est complètement dingue, hein, tout ce que les gens font. Les clubs sportifs, etc. Ça encore, c'est une piste. Demandez-leur, est-ce que tu as des loisirs? Est-ce que tu fais partie de clubs? C'est ça la force du réseau. C'est quand on la travaille réellement, et on va pas aller jusqu'au niveau 3 et 4, mais quand on travaille juste au niveau 1 et 2, on se rend compte qu'il y a énormément de potentiel. Et ça, même avec les trucs de base comme le golf, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, vraiment qui est extrêmement important, c'est que la plupart des gens qui vous entourent n'ont pas conscience de leur réseau, tout comme vous n'avez probablement pas aujourd'hui conscience de votre réseau. Et une chose qui est bien importante, c'est de ne pas considérer ce manque de conscience du réseau comme une attaque ou une envie ou une absence d'envie de vous aider. Donc, c'est là où il faut les aider à prendre conscience. L'idée, c'est de pas... En fait, on a tous tendance à... Il y a aussi, on va dire, on est quand même... Les gens sont globalement humbles. Donc, ce qui fait que si je vous demande, est-ce que vous pensez avoir un pouvoir d'influence sur quelqu'un? Vous allez dire non, je ne pense pas pouvoir influencer quelqu'un ou autre. Et pourtant, ça, c'est une forme de pouvoir d'influence. Mon père n'avait pas conscience, mais il avait un pouvoir d'influence sur les gens qu'il connaissait, ce qui est normal, parce qu'il y a des relations de confiance qui ont été établies. Donc, vous devez essayer de déterminer avec qui vos proches ont une relation de confiance, avec qui vos proches ont un pouvoir d'influence. Et une autre question que vous pouvez leur poser, encore une fois, dans cet exercice, pour aider un peu à savoir qui j'ai aidé autres, demandez-leur s'ils ont réussi à faire vendre ou à convaincre quelqu'un d'acheter quoi que ce soit dernièrement. C'est Jimmy, d'ailleurs, Jimmy qui nous a rejoint là, qui m'avait fait l'exercice. Il m'avait demandé est-ce que tu as déjà convaincu quelqu'un d'acheter quelque chose? Et moi, je me suis rendu compte que venant d'Europe, j'étais beaucoup, vous savez, Nespresso, le café Nespresso. Et en arrivant ici, à Shawinigan, je connaissais personne qui avait ça. Et quand je prends du recul, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a environ 8 consommateurs et acheteurs de Nespresso autour de moi. J'ai vendu Nespresso à tout le monde, sans m'en rendre compte. J'ai acheté une Nespresso, j'aurais fait goûter, ils ont aimé la simplicité, maintenant tout le monde l'achetait. Rien que là, je me suis rendu compte que j'avais eu un pouvoir d'influence sur 8 personnes autour de moi qui ont consommé auprès d'une entreprise parce que je leur ai conseillé, parce qu'ils m'ont vu le faire de même. Donc, vous pouvez poser la question à votre niveau 1, à qui tu as conseillé quelque chose? Qui autour de toi a acheté quelque chose que tu lui as conseillé? L'idée, c'est d'arriver à déterminer leur cercle d'influence. Si on résume, leurs loisirs, leur club, etc., là où ils sont consommateurs, leur lieu de travail, leurs collègues, peut-être que leur collègue a un conjointe qui a une entreprise, les personnes sur qui ils ont une influence, leurs amis, leur famille. Là, quand on voit ça, on se rend compte que, vous voyez, quand je vous ai dit qu'on avait un niveau 2 de 100 personnes, en réalité, on n'est pas très ambitieux, on peut probablement faire x2, x3. Donc, quand on prend conscience de tout ça, derrière, ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Et donc, passer à l'action, ça suppose quoi? Ça suppose que, comme je vous l'ai dit, votre niveau 1, il ne faut pas essayer de le convertir en vendeur. Votre niveau 1, si vous le mettez dans une position de vendeur, donc ça, c'est l'erreur classique, c'est de vouloir asseoir la personne, de lui expliquer pendant 1 heure ce qu'on vend. Bon, moi, je fais des sites web, je fais de la pub, ça sert à ça, voilà. La personne va avoir l'impression de comprendre, mais à un moment, va avoir le même problème que vous. Vous-même, qui êtes les principaux concernés, avez peut-être un peu de gêne à aller prospecter quelqu'un à froid. Alors pourquoi est-ce que votre niveau 1, qui n'est même pas concerné, qui ne gagnera pas $1, le ferait?
lui-même ressent la même gêne que vous à l'idée d'aller voir quelqu'un lui vendre vos services. Donc pourquoi est-ce qu'il le ferait? Lui aussi restera figé. Donc c'est là où il faut demander quelque chose de facile à votre réseau. Coordonner un nom. C'est tout. Parce que la vraie valeur de votre réseau, ce n'est même pas une action de leur part. C'est simplement de l'information qu'ils connaissent et c'est leur existence, toute simple. C'est le fait de pouvoir appeler par exemple Julien et dire « Bonjour Julien, je t'appelle de la part de Charles et Léa ». Charles et Léa n'avaient rien à faire. Je vous demande juste d'exister et de m'avoir dit que vous connaissiez Julien. Oui, c'est... Oui. Oui, c'est la personne intermédiaire en fait qui va permettre de, comme je te disais, pas le pied dans la porte, juste le fait d'engager la conversation. C'est ça. Mais une introduction en fait. C'est une introduction. Oui, mais pas par une action. À aucun moment, on va demander, j'ai demandé à aucun moment à Charles et Léa de venir m'introduire, de faire un mail ou de me mettre en copie autre. J'aurais simplement de me dire qu'ils connaissaient. Et comme c'est leur niveau 1 à eux, ben toi, tu connais leur nom quand je t'en parle. C'est le plus important. C'est de ne pas demander d'action aux gens. Parce que, encore une fois, la vente, tout ce qu'on voit là aujourd'hui, les 4 étapes, une des clés de ces quatre chapitres, c'est d'être en maîtrise de vos ventes. Parce que, je fais une parenthèse, mais je suis d'accord avec vous, la plus belle des ventes, c'est le bouche à oreille. C'est gratuit, ça vient tout seul, on n'a rien à faire. Je suis OK. Mon gros problème avec le bouche à oreille, alors, je le prends avec plaisir. Dès qu'il y a un contrat qui rentre en bouche à oreille, je le prends avec plaisir. Mais le gros problème du bouche à oreille, c'est qu'on n'a pas le contrôle dessus. Si demain, vous voulez avoir plus de 25% de croissance là, sur vos ventes le mois prochain, comment pouvez-vous contrôler le bouche à oreille? Donc, ce qu'il vous faut, c'est des leviers où vous avez la maîtrise. Vous pouvez maîtriser, vous pouvez décider d'augmenter vos efforts, d'augmenter votre volume de contact. Et le problème, c'est que si vous demandez à votre niveau 1 de passer à l'action pour vous, vous ne pouvez pas les forcer à le faire. Donc, vous n'avez pas la maîtrise réelle. Là où vous avez la maîtrise, c'est de contacter 10 personnes au lieu de 15, ou au lieu de 5, par exemple, de dire, voilà, cette semaine, je vais contacter 2 fois plus au nom de mon niveau 1. Et donc, rien que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ces 2 premiers axes, niveau 1, niveau 2, on se retrouve avec une liste de prospection qui, au lieu d'être la fameuse liste à froid qu'on va faire des 50 entreprises autour de nous, les plus proches, les plus sexy, qui font plus de 3 employés, qui font plus de 100 000 de chiffre d'affaires, on se retrouve avec une liste de gens avec qui, ce n'est pas de la prospection à froid, c'est de la prise de contact. Ouais, tu fais casser cette barrière. Ça change absolument tout à notre façon de les aborder. C'est sûr. Et puis, en plus, pour démarrer, c'est quand même plus facile aussi, en plus. Oui. Évidemment. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de devenir consultant et d'atteindre les 10 000 euros par mois, mais en réalité, les 10 000 euros par mois sont déjà probablement autour de vous. Et on s'imagine, en fait, tous nos blocages, toutes nos peurs viennent de comment on envisage ces 10 000 euros par mois. Si on les envisage comme, OK, 10 contrats à 1 000 euros par mois que je vais devoir aller chercher avec la sueur et du sang, au téléphone à froid, en mode Wall Street, oui, c'est une montagne. Mais si je vous dis que c'est simplement le fait de prendre contact avec une dizaine, quinzaine de personnes que vous connaissez de près ou de loin, que vous avez peut-être déjà croisées, ou que vous pourriez croiser éventuellement, c'est complètement autre chose. C'est clair. Alors oui, après, il y aura des choses à mettre en place, etc. On va en parler notamment en 4e partie, avec l'organisation des rendez-vous, tout ce qui est la persuasion, etc. Mais souvent, le problème de la vente ne vient pas du fait qu'on ne s'est pas persuadé. Il vient du fait qu'on ne prend même pas la peine de se rendre visible auprès de quelqu'un parce qu'on a peur de ce moment où on quitte l'anonymat pour aller déranger quelqu'un. Souvent, c'est l'inaction en amont qui fait qu'on n'a pas de vente à long terme. Ce n'est pas le fait qu'on n'arrive pas à vendre ou à persuader. Donc, on va passer au 3e axe, parce qu'on n'a fait que 2, et déjà là, on est d'accord pour dire qu'il y a de l'argent autour de vous. Les 2 prochains iront un peu plus vite, mais sont particulièrement intéressants. Voilà, donc c'est tout pour cet extrait de l'atelier Devenir consultant. Donc là, comme vous le voyez, on a abordé que les 2 premiers points sur 5 du premier chapitre de l'atelier. Donc vous voyez, il y avait énormément de contenu, et rien que là, rien que dans ces quelques 20 minutes, je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine de minutes, vous avez déjà appris les 2 premiers axes du réseau, comment vous en servir, comment les déjà trouver. Comme je l'ai dit à l'instant dans le replay, vous pouvez déjà trouver des 10 000 euros par mois avec ce qu'il y a autour de vous et grâce à ces 2 premiers axes. Donc si ce contenu vous a plu, vous pouvez poursuivre tout ça avec le lien en description. Ou alors j'espère en tout cas que ces
deux premiers conseils vous aideront. Vous pouvez déjà les appliquer, avoir des résultats avec. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.